Bonjour et bienvenue à Radio Bidon, un nouveau format en vidéo. On essaie ça aujourd'hui parce que on avait le goût de changer un peu, puis parce que notre invitée, elle en fait du podcast avec de la vidéo, puis on avait le goût d'y voir la face aussi. Elle s'appelle Magali Rochette, elle est avec nous depuis le... Ben, salut à vous trois, salut à tout le Ben monde. oui, on Merci, était... merci de m'avoir sur le podcast. Ben, ça fait plaisir. Je suis avec Charles Ostigui et avec Audrey Lemieux. Je m'appelle David Desjardins, si vous ne le saviez pas. Et puis aujourd'hui, ben, on parle de cyclocross, vous aurez deviné, vu que Magali est là. On est à la veille des championnats du monde, ou presque à Ostende, des championnats du monde qui ont failli pas avoir lieu jusqu'à la dernière minute. Là. Le maire d'Ostende a un peu dit, bah là, finalement, je pense qu'on va annuler. Là. Bon, il s'est passé toutes sortes de choses. Finalement, on a réduit le nombre d'accréditations au minimum. Si j'ai bien compris, il y a 500 personnes qui vont être admises sur le terrain pendant le cyclocross. Et ça comprend tous les coureurs et coureuses, les techniciens, etc. Donc, c'est 500 personnes seulement. Donc, Magali, ça se passe à Ostende. Tu as passé toute cette saison-là, justement, dans l'incertitude due au coronavirus. Est-ce que cette situation-là là, d'incertitude, ça représente assez bien comment a été toute ta saison cette année? Oui, vraiment très, très bien. En fait, dès le moment qu'on est arrivé, écoute, ça fait 4 mois qu'on est ici, David et moi, puis on est arrivé le premier octobre dans l'objectif de faire les championnats du monde de vélo de montagne. Puis à ce moment-là, on se disait aussi, on pensait honnêtement pas que la saison aurait lieu au complet. Mais on voyait qu'en Europe, à ce moment-là de l'année, les courses avaient lieu de cyclocross. Puis nous, on s'est dit, si on veut faire des courses cette année, c'est là. Fait qu'on va y aller, on va commencer à faire des courses, puis quand ça sera annulé, on reviendra à la maison. Fait que Mhm. jamais on pensait honnêtement se rendre jusqu'au mois de février. Puis finalement, ben, on s'est rendu. Mais à chaque semaine, c'était toujours une nouvelle embûche ou oh, un nouveau pays qui est en confinement total. On pense que les courses vont être annulées. Ah non, finalement, ça a lieu. C'était vraiment comme ça toute la saison. Donc, ça n'a pas été nécessairement facile parce que ça changeait constamment. Puis, effectivement, c'était comme un résumé du voyage en fin de semaine parce que quand on est arrivé à la Coupe du Monde de Overise, on était à l'inscription, puis la dame de l'UCI qui s'occupe du cyclocross est très, très gentille avec nous. Elle parle français, puis je pense qu'elle trouve ça cool qu'on parle français puis qu'on vienne du Canada. Bref, elle est super gentille avec nous, puis elle est venue me voir, puis elle m'a dit écoute, cet après-midi, si j'étais toi, j'irais vraiment full gas parce que c'est probablement la dernière. Elle dit on essaie de se battre en ce moment pour les championnats du monde, mais ça regarde vraiment pas bien. Euh, donc, effectivement, c'est un thème qui a été constant tout au long de la saison. Il y a eu une partie au mois de décembre où est-ce qu'il n'y avait plus nécessairement d'incertitude. Là. Les courses semblaient vraiment avoir lieu. Il faut comprendre, c'est difficile à comprendre parce que en Belgique, par exemple, tout le pays était en confinement, mais les courses de cyclocross avaient lieu. Donc, pour quelqu'un qui connaît pas beaucoup le sport, ça fait pas beaucoup de sens. Mais en fait, le cyclocross, c'est tellement gros, comme vous savez, en Belgique, que pour eux, d'avoir ces courses-là télévisées, bien qu'il n'y avait aucun spectateur, d'avoir les courses télévisées, d'après les autorités et les gouvernements belges, ça amenait du bonheur à la plupart des gens. Donc, c'était important que ça ait lieu encore. Mais bref, oui, énormément d'incertitudes jusqu'à ce matin, en fait, où est-ce que ça a été confirmé officiellement que la course aurait lieu. Mais on commence à s'y habituer. Ouais, ils se faisaient leurs frites puis ils mangeaient ça avec leur sauce Powell's à la maison. Ouais. Exactement. Est-ce que d'ailleurs les courses sans spectateurs, est-ce que ça sent les frites quand même? Ou c'est vraiment, il y a plus personne aux alentours pour l'ambiance, même pas au niveau de l'odeur? Non, en fait, il n'y a même pas d'odeur, il n'y a pas rien parce qu'il n'y a aucun vendeur de quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment que les coureurs, que les gens qui travaillent pour les coureurs, en fait, là, ou les gens qui travaillent pour la course, puis personne d'autre. Des fois, on voit un ou deux spectateurs qui courent sur le parcours, là, autour du parcours, qui a réussi à se faufiler, mais en fait, vraiment, la plupart du temps, il y a pas rien du tout, là. Fait que c'est pas du tout la même ambiance. Euh, Ça fait bien qu'on n'y porte pas attention, on entend plus le commentateur, beaucoup plus. On entend beaucoup plus qu'est-ce qui se fait dire. Puis aussi, dans mon cas, par exemple, des fois, David me donne des conseils durant la course, puis ça me permet de l'entendre parce que normalement, je l'entends pas nécessairement parce qu'il y a trop de bruit. Donc là, j'arrive un peu plus à entendre ce qui se passe là.
Quand tu dis que tu Tout entends est... le commentateur, ça veut dire, par exemple, que la leader de la course vient de passer la ligne, tu peux entendre qu'il annonce la deuxième à 5 secondes, puis tu peux voir immédiatement où est-ce que tu te situes par rapport aux autres coureuses. Oui, je t'avoue que j'y porte pas beaucoup attention là, aux détails de ce qui se fait dire, mais oui, on entend beaucoup plus exactement ce qui se passe dans la course par le commentateur. Puis une autre chose qui m'a fait sourire à un moment donné, c'est qu'ils font souvent à la fin de la course, ils mettent un bruit d'une fausse foule. Donc, on entend ça dans les speakers, une fausse foule de gens qui crient et qui applaudissent. J'ai remarqué surtout ils font ça depuis le début. Là. J'ai remarqué qu'il se passait ça. Puis à un moment donné, ben, ça finit. Puis là, c'est vraiment le silence. Pour aller avec les faux battements cardiaques du départ. Ouais, aussi. Exact. Audrey, Puis, tu as écrit un oui, super papier vas-y. dans la RDS, sur le site d'RDS, où tu parlais là, du fonctionnement là, de la course de Magali, de sa dynamique de course, justement. Puis j'aimerais ça qu'on parle un peu, peut-être, parce qu'on a des auditeurs qui connaissent assez bien le cyclisme, le cyclocross peut-être un peu moins. Puis Audrey, on en discutait, on parlait du départ, puis comment ça se passe. Puis je pense que tu avais une question à ce sujet-là. Ben, c'est sûr, j'ai comme une question à deux volets, en fait. En tant que Nord-américaine, vous êtes un petit peu moins nombreux qu'on s'entend, tu l'as dit hein, dans tes propos en début, les Belges, c'est un sport, écoute, c'est tellement énorme comme sport là-bas, un peu comme nous ici, le hockey. Et le départ, ben, nous autres, ça nous donne, on sait que c'est un sprint, mais ça ne nous rend pas justice à la télé. Amène-nous dans ces premiers mètres du départ-là, mais aussi, est-ce qu'il y a un respect par rapport à, je sais pas, y a-t-il une notoriété, vu que, bon, les Canadiennes, vous êtes pas beaucoup, les Américaines, est-ce qu'il faut que tu te battes encore plus? Ça joue du coude, c'est du sauvage? C'est une super bonne question. Oui, ça joue du coude. Oui, c'est quand même sauvage. Au niveau de la notoriété, pas nécessairement. Au départ, honnêtement, tout le monde se bat vraiment là, sans porter attention à. Ben, un peu en portant attention, mais pas trop. Là, je te dirais la seule notoriété qui va arriver, c'est que, admettons que j'ai eu un bon. Ça m'est arrivé quelques fois. J'ai eu un bon départ, puis là, juste avant de rentrer sur le premier départ, il y a une ou deux filles autour de moi. Puis si je vois que les une ou deux filles autour de moi, c'est Céline Del Carmen Alvarado, qui est la championne du monde, puis Lucinda Brand, je me battrai pas. C'est correct si je suis troisième roue en arrière d'elle. Par contre, si je vois que c'est quelqu'un qui a tendance à tomber ou quelqu'un que je me dis, oh boy, je veux pas être pris en arrière de cette fille-là, ben là, je vais m'arranger pour la dépasser. Donc, de ce côté-là, un petit peu au niveau de la notoriété. Sinon, je pense pas qu'on est désavantagé en tant que Nord-américaine, en tant que Nord-américaine à ce niveau-là, parce que vraiment, là, t'as pas beaucoup le temps de réfléchir. Tout le monde pédale pas mal le plus vite qu'ils peuvent, puis tu veux en dépasser le plus possible parce que normalement, ça va avoir un gros impact sur le restant de la course. Ensuite, quand tu me demandes, pour donner une idée là, de quoi un départ peut avoir l'air, puis ça dépend parce que au niveau de l'effort physique puis de la vitesse à laquelle on va, c'est vraiment un sprint. Ah oui. Puis, je dirais pas un sprint maximal parce que ben, la course finit pas là, mais pour donner un exemple, une course qui va commencer peut-être comme la Coupe du monde de Namur qui commence dans une montée, ou même en fin de semaine passée à Overrise qui commençait dans une montée. Tu sais, pour moi, des fois, c'est pas full gas, mais pas loin. Puis pour moi, ça va peut-être commencer la course une minute autour de 400 watts. Puis je pèse à peu près 120 livres. Fait que ça donne une idée. Ça part comme ça. C'est pas la plus vite minute que je peux faire, mais ça part fort. Puis après ça, ben, ça se tranquillise un petit peu, mais pas. Ça se tranquillise par les virages, mais je dirais le premier tour au complet là, est vraiment, vraiment. Puis, est-ce que tu fais toujours la même routine d'échauffement? Parce qu'il faut que tu arrives vraiment prête. Mais là, il faut que vous soyez sur la ligne assez d'avance. C'est sûr que vous avez, toi, tu étais soit sur la première ligne de départ cette saison, mais il faut quand même que tu planifies là, ta routine d'échauffement. C'est quelque chose qui est important? Oui, oui, c'est très important. Puis je la fais presque toujours pareil, mais je me garde un petit jeu, dépendamment de comment je me sens. Donc, pour moi, là, un réchauffement, normalement, c'est très court. Je ne fais pas ça super longtemps parce que normalement, une course de cyclocross, je vais arriver, puis spécialement cette année avec le COVID, on n'avait pas le droit d'aller faire la reconnaissance de parcours la veille. Donc, c'était seulement le jour même de la course. Fait que souvent, avant une heure à faire le parcours, 40 minutes à peu près.
du temps pour relaxer dans notre camp. Puis, normalement, moi, 45 minutes avant la course, j'embarque sur le rouleau. Puis, je fais 10 minutes de réchauffement vraiment pas vite, 5 minutes progressif jusqu'à la dernière minute qui est à peu près race pace. Puis après ça, je fais 3 fois 30 secondes progressif, mais avec pas mal d'intensité. Après ça, je mouline 2 minutes, puis je sors. Je vais m'arrêter comme tout le temps un genre de 5 minutes qu'on tourne en rond. Tu vois toutes les coureuses tourner en rond. Puis normalement, dans ce tournage en rond-là, quand on attend que le temps passe pour que la course arrive. Puis ça fait comme du bien de bouger parce que ça permet d'évacuer le stress un peu. Moi, j'essaie de faire 1 ou 2 départs là, comme un petit. Oups. On a l'air d'avoir perdu Magali. Au moment où on allait s'informer de l'état de sa blessure à la cheville pour savoir si l'échauffement a une variante maintenant qu'elle a subi une blessure à la cheville. Je me rappelle d'il n'y a pas si longtemps, on disait toujours à la blague que les courses qui durent 40-45 minutes chez les femmes, le réchauffement était plus long que la course. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, ça semble être le cas parce qu'elle disait qu'elle faisait 50 minutes, 1 heure là, sur le parcours, vu qu'elle ne pouvait pas faire de reconnaissance la veille. La fin de semaine dernière, il devait y avoir de la reconnaissance à faire, ne serait-ce parce qu'on regardait les lignes différentes là, dans la dernière étape de la Coupe du Monde. Là, puis tout le monde prenait des lignes complètement différentes. Tout de suite après les pits, après les puits là, pour changer de vélo, il y avait une espèce de descente complètement démente avec une coupe de virages là, où la moitié des coureuses et des coureurs avaient un pied dans les airs en descendant ça puis il y a eu énormément de chutes aussi. Le sol avait l'air dur, glacé, les rottes, là, les lisières avaient l'air difficiles, là, donc ça avait l'air dur de s'en extirper. Donc ça ne doit pas être évident. Là. Il y a une réalité aussi qui est le fait que le parcours, même si on finit par il continue d'évoluer parce que les juniors, les U23, hommes et femmes, les élites, hommes et femmes, continuent à rouler le parcours en attendant la compétition. Puis, par exemple, les hommes élites vont prendre des lignes différentes parce qu'ils sont plus rapides que les femmes U23. Donc, il y a des lignes qui vont s'ouvrir, puis ça va permettre aux femmes les plus rapides de suivre les lignes des hommes les plus rapides. Donc ça, en tout cas, de ma petite expérience de coureur, je trouvais que c'était important de rouler le parcours aussi tardivement que possible. Tout ça en faisant l'équilibre entre complètement salir un vélo puis repartir à zéro, devoir le nettoyer complètement avant un départ. Malheureusement, on n'a pas tous. La différence, c'est que toi, tu le nettoyais toi-même. Là, fait que... Exact. Il faut se battre un petit peu faut se battre un peu au nettoyage. Là. Il n'y a pas de place pour tout le monde tout le temps. Oh, Magali est de retour. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je suis de retour. Bon. Fait que, justement, on était en train de discuter, puis Charles, on parlait du réchauffement, justement, du temps de réchauffement, puis du fait que c'était assez long. Charles, tu avais une question en rapport avec ça? Ben oui, en fait, en cours de saison, tu t'es blessé à une cheville. Puis je me demande si au niveau du réchauffement, le temps que tu y passes maintenant est influencé par cette blessure-là. Et est-ce que ta blessure est complètement remise? En fait, c'est vrai que je me suis blessée à la cheville, mais non, ça n'a pas influencé ensuite comment je fais mon réchauffement parce que la blessure a vraiment été une blessure technique ou mécanique, là, si tu veux. En fait, c'est que au départ, j'ai mal clippé, puis j'ai continué à pédaler debout, puis j'ai comme glissé, puis mon pied est resté coincé dans ma roue, puis ça a fait comme crac. Donc, ça n'a arrive pas même vraiment... C'était vraiment niaiseux, là, mais bon, ça a finalement eu quand même gros impact sur ma saison. Mais bon, maintenant, ça va. Tout ça pour dire, ça n'a pas vraiment influencé. En fait, j'ai couru une bonne partie de la saison avec la cheville toute tapée pour qu'elle bouge le moins possible. Donc, je voulais pas la réchauffer nécessairement plus qu'il faut avant la course. Mais bon, là, ça va bien. J'ai plus besoin de mettre de tape, puis tout va bien. Donc, même dans les sections où il faut que tu cours dans la grosse boue très profonde, aucune douleur?
tout est rétabli à 100%. Oui, exact. Puis maintenant, mais ça a été quand même problématique là, pendant un bout, mais là, ça va. Fait que j'en profite. Excellent. Écoute, tantôt, on parlait des conditions particulières liées à la COVID. Ceux qui t'ont suivi sur les réseaux sociaux, qui suivent David, tu sais, ton chum, entraîneur, motivateur en chef, il porte beaucoup de chapeaux. On a vu que c'était extrêmement compliqué. Peux-tu nous décrire c'était quoi votre setup là, cette année? Parce que là, les chambres d'hôtel, ça ne marche pas. Parce que vous ne vouliez pas attraper la COVID, évidemment. Votre setup, puis toutes les contraintes, là, combien de tests de COVID par semaine vous passez? C'est-tu à vos frais? Oui, plusieurs bonnes questions. Initialement, je t'avouerais, on ne savait pas, comme je disais tantôt, on ne savait pas combien de temps on allait rester. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que... puis, à ce moment-là, on ne pouvait pas louer une place. Mettons qu'on louait quelque chose sur Airbnb, c'était pas possible de canceller. Parce que à ce moment-là, au mois de septembre, octobre, la politique, ce que les gens disaient, c'est que là, tu le sais qu'il y a le COVID, donc si tu annules, c'est à tes frais. Donc, on ne voulait pas s'engager pour une période qui allait être plus longue peut-être que ce qu'on allait vraiment avoir besoin, puis perdre 15 000 €. Fait qu'on s'est dit, la meilleure solution probablement pour nous, c'est de louer un campeur. Puis, ça va nous assurer d'avoir toujours une place couchée. Parce que l'autre réalité avec laquelle on jonglait, c'était les fermetures de frontières, puis le confinement dans les pays. Donc, on ne voulait pas se ramasser dans un pays, avoir loué une place, mettons en France, puis finalement, il n'y a plus de courses en France, on peut juste faire des courses en Belgique, mais là, on ne peut plus traverser. On ne voulait pas se ramasser dans cette situation-là, donc on se disait, un campeur, c'est la meilleure façon d'être flexible, mais d'avoir toujours une place où dormir. Pour les mois. Puis, 2 semaines à la fois, on arrivait à louer un Airbnb pour s'assurer, puisque mener à 2, plus un chien dans le campeur, c'est serré, là. Donc, on essayait de louer comme une semaine à la fois. Puis, la situation a comme évolué. À un moment donné, on s'est rendu compte que c'était relativement stable et que la saison aurait lieu. Donc, on a loué une place aux Pays-Bas. Puis là, on est ici depuis 2 mois. Puis c'était quand même le fun d'avoir cette stabilité-là. Là, après 2 mois sur la route, elle a toujours changé de place. Puis même à ne pas savoir, il est arrivé un moment donné, en France, c'était les confinements, puis tu ne pouvais plus louer d'Airbnb du tout, ni en France, ni en Belgique, parce que à cause du confinement. Bref, ça a été quand même toujours plusieurs embûches, mais bon, on est passé à travers. Mais tout ça pour dire que ça a été plaisant d'avoir un 2 mois à la fin où est-ce qu'on était stable. Au niveau des tests COVID, c'est à peu près 1 par semaine qu'on fait. Oui, c'est à nos frais. C'est pour te donner une idée, là, combien tu penses, mettons, ça a coûté de tests COVID depuis le début? On est ici depuis le 1er octobre. 2000 $. On est à peu près à 5 000, puis c'est pas fini. Fait que à peu près 5 000 $ de tests COVID. Juste cette semaine, c'est 1500. Fait que ça monte vite, mais bon, ça fait partie de la game. Puis, tu sais, dans un sens, je le dis vraiment pas pour chialer parce que je suis quand même très reconnaissante qu'on ait pu avoir des courses. La raison pourquoi je dis ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sports qui ont continué. Tu sais, les gros sports professionnels ont continué, le football, le hockey, le basket, mais la plupart des sports amateurs n'ont pas continué cette année. Donc, je suis quand même très reconnaissante que l'UCI ait pris les mesures nécessaires pour mettre le cyclisme sur un niveau professionnel. À la même échelle à la même échelle, plus ou moins, mais comme, que je veux dire, c'est à la même échelle que le hockey et le basket ont continué. Parce qu'il aurait bien pu prendre la position des sports amateurs comme le kayak puis pas avoir une course du tout. Fait que c'est sûr qu'il y a eu des frais, mais je suis quand même très reconnaissante qu'on ait eu l'occasion de courser puis eu l'occasion de justifier notre travail aussi, là. Fait que c'est quand même positif. Ça me donne l'occasion de dire, tu as des partenaires là-dedans qui te permettent justement de dépenser de l'argent sur des tests COVID et autres trucs. Qui sont ces partenaires-là? Je te donne le champ libre pour nous les plugger allègrement. Merci. En fait, on en a plusieurs. Specialized, qui est un de nos gros Specialized, et Feedback Sports, qui font des outils, des racks pour faire de la mécanique, puis des rouleaux de réchauffement. Rafa, Boréal, bière Boréal que vous connaissez au Québec. Stam,
Et j'en passe, là, Pédale, Expédo, on en a plusieurs, puis on est très reconnaissants parce que sans eux, ça n'aurait définitivement pas été possible cette année-là. En fait, chaque année, mais spécialement cette année parce qu'en plus, des dépenses normales, il y avait toutes les dépenses reliées au COVID. Ça m'amène à te parler d'un de tes commanditaires qui est quand même un joueur important dans l'industrie, qui est Rafa. C'est nouveau cette année. Puis peut-être parce que je regarde trop de films, je fais des liens entre des choses que je ne devrais pas lier, mais Rafa est aussi un partenaire d'une équipe sur route, Canyon SRAM. Puis ça m'a, avec la saison qui vient de passer, poser la question, est-ce que une éventuelle transition ou partage entre le cyclocross et la route, c'est quelque chose que tu envisages? C'est une bonne question. C'est quelque chose que je réfléchis souvent parce que moi, j'y trouve un plaisir à rouler plusieurs disciplines. Tu sais, j'ai fait beaucoup de vélo montagne, j'en fais encore. J'ai commencé à toucher à la gravelle dans les 2-3 dernières années, même le vélo de montagne électrique. J'ai fait les championnats canadiens de route à quelques reprises. Puis, oui, j'aime ça. Donc, je dis pas non. Tu sais, une partie de moi trouverait ça quand même cool d'aller faire une course comme Strade Bianche ou ce genre de course-là. Je te dis pas que c'est un rêve, mais si l'opportunité se présente à un moment donné de me joindre à une équipe comme Boels Dolmans, c'est plus là, il s'appelle plus comme ça en fait, c'est SD Works maintenant, mais qui est commandité par Specialized ou l'autre en tant qu'invité sur l'équipe, ben c'est sûr que ça serait une si l'opportunité se présente, c'est sûr que je sauterais dessus. Audrey, Oui. tu as envie qu'on parle du parcours un peu? Je sais que tu as suivi la saison, tu as regardé ça attentivement, puis on a vu les dernières courses. Saison quand même tough, là, j'ai trouvé, sur le plan des parcours et des conditions. Puis je pense, Audrey, parlons justement là, du parcours des championnats du monde à Ostende. Qui s'en vient? Ben oui, comme David l'a dit en début d'émission, ben c'est très, très bientôt, les mondiaux. On a tous hâte de l'écouter, de te voir en action. Et bon, j'imagine que tu as étudié le parcours, tu sais à quoi t'attendre. C'était aussi un des parcours des championnats nationaux en Belgique en 2017. Est-ce que c'est un type de parcours qui va mettre en valeur tes forces? C'est sûr que quand tu étudies un parcours aussi, tu vas le rouler préalablement, mais est-ce que tu vas regarder des vidéos? Comment tu te prépares pour vraiment... Là, c'est sûr, en plus, on est en situation COVID, là, ça complique les choses, mais est-ce que c'est un parcours où tu vas pouvoir mettre tes forces en valeur? Ben, je vais répondre en deux volets. Là. En fait, comment je me prépare pour les courses, parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant ici en Belgique. Les courses sont pareilles d'une année à l'autre. C'est très, très, très rare qu'ils vont amener des modifications au parcours. C'est arrivé cette année, par exemple. Il y a eu quelques parcours modifiés. C'est arrivé. Ouais, c'est arrivé quelques fois cette année. Puis je pense qu'on dirait que ça arrive de plus en plus, mais ils sont très traditionnels ici. Donc, un parcours... pour te donner un exemple, il y a une règle de l'UCI qui dit que dans un parcours de cyclocross, tu n'as pas le droit de faire un U-turn dans le sable. Puis, en Amérique du Nord, cette règle-là est respectée comme une règle devrait être respectée. Mais ici, ils s'en fichent. Puis, la raison, c'est qu'ils disent souvent « Ah oui, mais on l'a toujours fait comme ça. » Fait que je sais qu'il y a une règle, mais on l'a toujours fait comme ça, donc il faut que ça continue comme ça. Puis il y a beaucoup de choses comme ça. C'est souvent la réponse qu'on entend. Pourquoi, si on pose une question, mais pourquoi telle affaire est de cette façon-là? Ah, ben, on l'a toujours fait comme ça. Donc, l'avantage de ça, c'est que... l'avantage ou le désavantage, mais le désavantage pour moi par rapport aux filles qui courent ici, c'est que eux, un parcours qu'on fait une course un samedi, whatever, eux autres, ils l'ont fait 10 fois dans les 10 dernières années, puis le parcours est exactement pareil, la même route, le même virage, etc. Ouais. Mais l'avantage pour moi, c'est qu'un parcours nouveau, ben j'ai la chance de le regarder en vidéo avant pour me préparer. Donc, j'essaie de faire ça beaucoup parce que ça donne quand même une bonne idée de regarder les courses sur un parcours. Après ça, quand tu arrives à faire la reconnaissance, ben, tu te reconnais, tu sais, ah oui, ici, c'est ce qui s'est passé. Ça te donne une idée de comment la course va se jouer aussi parce que tu l'as vu. Donc, ça, c'est définitivement quelque chose que je fais. Ensuite, le parcours à Ostende, je ne l'ai pas vu encore, mais c'est beaucoup de sable. Si ça répond à mes forces, je ne suis pas la meilleure dans le sable, mais
en même temps, je pense que ça s'améliore. Juste aujourd'hui, on est allé faire une pratique dans le sable, puis j'ai comme compris des affaires. C'est beaucoup un positionnement de ton vélo, de ton corps sur le vélo. Fait une fois que tu pognes la twist, on dirait que ça aide. Après ça, ben, dans le sable, ça peut aussi amener une course qui a beaucoup de courses à pied. Parce que ce que j'ai lu du parcours à Ostende, c'est que c'est sur le bord de l'eau. Donc, la marée va énormément influencer si le parcours est roulable ou va se courir. Donc, on verra. Mais si c'est une course à pied, ben, je suis quand même une bonne coureuse. Donc, ça peut jouer à mon avantage. Alors, on verra. Mais je pense que ça va être un beau parcours. Tu sais, les championnats du monde, c'est toujours cool. C'est comme ça recommence à zéro. Puis, c'est la seule course de l'année qu'on aura l'occasion de voir le parcours d'avance. Donc, je vais le voir la veille, je vais le revoir le matin même. Donc, ça va aussi donner une meilleure chance. Une meilleure chance. Ça va m'aider à mieux apprendre le parcours, en fait. Et justement, vu que c'est un championnat du monde, mentalement ou physiquement, est-ce que toi, tu es prête à prendre plus de risques ou au contraire, ça donne envie d'être plus prudent? Si on pense, par exemple, que le circuit de la Coupe du Monde, ben tu penses à ton cumulatif pendant la saison. D'ailleurs, tu étais bien positionné, juste tu as dû mettre une croix là-dessus en raison de ta blessure à la cheville, mais est-ce qu'il y a une façon différente d'aborder ça, un championnat du monde pour toi? Je pense que oui, c'est une super bonne question, en fait. À mon avis, oui. Puis spécialement cette année pour moi, parce que j'ai vraiment pas eu une super bonne saison. Donc, la dernière course, je la vois vraiment comme j'ai absolument rien à perdre. Donc, oui, c'est une occasion de prendre des risques. Puis, à ce point-ci, tu sais, des fois, on dit ça là, pour encourager quelqu'un, que tu finisses première ou 30e, on s'en fout. Mais moi, à ce point-ci où j'en suis, c'est vraiment vrai qu'on s'en fout. Parce que, tu sais, je veux dire, ma saison n'a pas été bonne, là. Puis, pour moi, je veux juste une course qui va me rendre fière en fin de semaine. Puis, qu'est-ce qui va me rendre fière? Bien, des fois, c'est peut-être justement de prendre un risque puis de me mettre out there. Puis, de voir quelle façon de prendre. Si mon objectif, par exemple, c'est de faire. Je veux pas que t'es première, deuxième, ben, donne pour la fin. Fait que pour le restant de la course, tu sais. Fait que oui, moi, je le vois quand même comme une occasion pour prendre des risques. Je te dis pas que c'est comme ça à chaque année. Tu sais, des fois, tu as eu une super bonne saison, puis tu vois que c'est peut-être ta chance de justement, oh my God, c'est peut-être cette année que je fais un podium au championnat du monde. Ben là, tu vas peut-être aborder ça différemment. Mais moi, c'est pas ma position cette année, donc c'est vraiment pour moi une occasion de prendre un risque, là, je pense. Intéressant. Ça ramène au moment où tu as pris la décision de te concentrer exclusivement sur le cyclocross en 2018. Si mes notes sont bonnes, tu avais fait un texte à ce moment-là qui disait What if? Parce que tu avais terminé 5e aux mondiaux à 36 secondes, à quelques secondes du podium, à 36 secondes de la gagne. Je me rappelle, ce What if-là m'avait frappé. Est-ce que quelques années plus tard, comme ça, tu te dis, le what if est encore la motivation? Est-ce que c'est encore ce qui te pousse à performer, même après une saison qui, de ton propre aveu, n'a pas été la meilleure? Ouais, ben, premièrement, c'est cool que tu ramènes ça. Je ne m'en rappelais même plus que j'avais écrit ça, mais c'est vrai que c'était cool. Puis oui, dans un sens, oui. Pour moi, là, tu vois, l'année prochaine, il y a les championnats du monde qui sont à Fayetteville. Puis ça fait longtemps que je pense à ça parce que ça vient très rarement en Amérique du Nord, un championnat du monde de cyclocross. C'est arrivé la première fois il y a 10 ans, puis là, ça va réarriver. Pour moi, ça fait, depuis qu'ils l'ont annoncé, c'est mon objectif. Donc, ça fait 2 ans, puis une année supplémentaire l'année prochaine que je me prépare en fonction, un peu pour ça. Puis oui, c'est une question qui j'ai toujours été rêveuse aussi. J'ai toujours été, depuis que je suis jeune, je me suis toujours dit, tu sais, dans ma tête, il y avait comme aucun, ça fait bizarre de dire ça, mais je sais pas pourquoi. J'ai toujours été rêveuse comme ça, mais c'est comme si j'ai jamais eu aucun doute que, ben ça va marcher. Pourtant, basé sur rien, tu sais, mais à force de pratiquer ce sport-là, puis de m'y investir, puis de prendre des actions, ben là, le what if, oui, j'y crois, mais il est un petit peu plus ancré dans la réalité parce qu'il y a des pas qui ont été pris en cette direction-là. Donc,
oui, tu sais, de prendre des risques, tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Puis, what if it's your day? What if tu réussis à faire la performance de ta vie? Puis, c'est motivant de penser à ça. Puis, ça vaut la peine, des fois, de donner le risque. Que ce soit dans la course ou, dans mon cas, pour l'année prochaine, la façon que je vois, c'est, tu sais, avec les gros championnats du monde en Amérique du Nord, je le vois encore plus comme une grosse opportunité puis une chance que ça fonctionne. Fait que, des fois, le what if, c'est le risque prochain, tu mets tous tes yeux dans ce panier-là. Puis tu sais pas si ça va marcher ou non, mais des fois, le risque en vaut la chandelle. Mhm. C'est cool, Magali. Moi, je suis très admiratif. Je pense c'est tous le cas là, que tu décides tu sais, de partir comme ça, de dire all-in pendant plusieurs saisons. C'est quand même pas évident, surtout cette année, d'avoir quitté comme ça puis de t'être lancé dans cette aventure-là. On te souhaite vraiment bonne chance pour les mondiaux. Puis là, on en parle. Est-ce que tu veux rester avec nous autres pendant qu'on fait notre petit recap de la saison ou si tu as d'autres choses à faire, une petite sieste, un dodo? Ben, je pense que je vais rester, mais j'aimerais ça toucher sur ce que tu viens de dire. Premièrement, merci. Oui. Deuxièmement, je veux juste toucher par rapport au fait que quand j'ai décidé de me lancer dans le cyclocross, la raison pourquoi c'est important pour moi de le partager, c'est que je pense que peu de gens le savent, dans le sens que je pense que plusieurs jeunes tripent sur le cyclocross ou plusieurs personnes qui sont dans le vélo aiment le cyclocross, mais ne voient pas le cyclocross comme une option viable ou valable pour en faire une carrière. Parce que c'est pas le chemin traditionnel. T'sais, si on veut poursuivre une carrière en cyclisme, il y a beaucoup plus un chemin tracé pour aller sur la route ou sur le vélo de montagne. Ne serait-ce que par le support gouvernemental. On a un support financier gouvernemental en tant qu'athlète quand tu poursuis une discipline olympique. Mais en cyclocross, étant donné que c'est pas olympique, il n'y a pas ça. Il y a zéro aide. Il y a pas du tout d'aide financière. Donc, je pense que plusieurs fois, les gens vont peut-être vouloir faire ce sport-là, mais pas penser que c'est une possibilité. Puis en fait, moi, mon message, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est vraiment possible d'en faire une carrière, puis c'est possible de bien en vivre, c'est possible de faire de l'argent de ça. C'est un sport qui est très populaire en Europe, de plus en plus populaire en Amérique du Nord. Il y a un marché pour ça. Puis, à un moment donné aussi, tu réussis dans ce que tu es bien et puis dans ce que tu aimes faire. T'sais, si tu aimes faire quelque chose, tu vas vraiment plus t'y investir que si tu prends juste l'option que j'aime ça quand même, mais un peu moins, puis, mais je pense que c'est plus facile. C'est difficile de réussir quand tu n'es pas 100% dedans, surtout dans un sport comme le cyclisme. C'est vraiment difficile. Donc, en fait, c'est juste ça que je voulais dire. Si vous êtes un jeune qui écoute ça puis que vous aimez vraiment le cyclocross puis que vous aimeriez en faire carrière, je regarde Matteo Apidi encore, entre autres, qui est un Québécois qui semble vraiment triper sur ce sport-là. Mais c'est possible d'en faire une carrière. Tu n'es pas obligé de faire de la route. Tu n'es pas obligé de faire du vélo de montagne si c'est pas ça qui te fait le triper le plus. Ouais, puis même tes consoeurs et confrères en route pourraient te dire que, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de chances de médailles, eux non plus n'ont pas l'impression que Cyclisme Canada et à nous le podium et autres organismes du genre leur donnent bien du soutien non plus. Un peu plus que toi, Non, là, mais... Effectivement, mais quand même, il y a quand même plus un parcours à suivre parce qu'il y a des équipes. Puis, c'est plus facile de s'embarquer dans la roulette. Tandis qu'en cyclocross, souvent, c'est un peu tu t'embarques dans le néant puis tu te questionnes, OK, mais c'est quoi ma prochaine étape? Puis comment je fais pour me rendre à ce niveau-là? C'est rarement d'une équipe à l'autre parce qu'il n'y a pas tant d'équipes. Mais, tu sais, c'est quand même possible de le faire. Puis c'est ça. En fait, c'est juste ça que je voulais partager. Si ça peut donner l'espoir ou la confiance à quelqu'un. Ben, c'est cool. Puis en plus, bon, il y a moyen de voir ces courses-là. C'est vraiment trippant. Si vous êtes abonné à Flow Bikes, par exemple, toutes les courses sont là. Le suivi est vraiment remarquable. Moi, je regarde souvent en différé en faisant d'autres choses. C'est vraiment génial. Puis, c'est le fun. Puis, c'est cool de le voir sur la ligne, sur le départ, dans ton moment de concentration. Puis, on sent que les animateurs aussi, ils trouvent ça cool. Puis, ils donnent de l'importance à nommer ceux qui sont pas belges ou néerlandais. Là. Donc, souvent, pendant la course, ils vont dire, bon, ben chez les Canadiennes, il y a Magali Rochette, Ruby West, etc. Puis après ça, ils vont faire la même chose chez les hommes aussi. Donc, ça, je trouve ça cool. Donc, ça vous permet d'avoir plus de visibilité aussi. Là. Même si
au niveau des positions, ça va moins bien, ben, ils vous donnent quand même cette visibilité-là. Ça, c'est cool. Ouais, Puis c'est vrai. évidemment, ben, ouais. Puis ça, cette année, ça a été un des côtés positifs de passer autant de temps ici, c'est que je pense qu'on a gagné beaucoup de respect des autres coureuses, puis même des organisations, tu sais, de Belgian Cycling, puis de tout le monde qui est là. Ça a vraiment c'est rendu plus facile. Avant, tu te bats vraiment à contre-courant à tous les niveaux, là. Mais de passer beaucoup de temps ici, on dirait qu'ils ont dit, ah, OK, ben, tabarouette, ça nous a permis de gagner du reste. Ça permet de quitter un petit peu notre processus quand on est ici. Cool. Charles, Audrey, tu restes avec nous autres, Magali, mais on fait un petit recap de cette saison écourtée, condensée, pleine de rebondissements de cette saison de cyclocross-là, hommes et femmes. Finissons avec les femmes, commençons avec les hommes. Tiens, on va faire ça à l'envers des choses normales. Donc, Charles, les hommes cette année, on se demandait si des gars comme Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel, qui sont maintenant sur la route, souffriraient d'une longue saison avec des courses sur la route. Et la réponse est... La réponse est non. La réponse est qui sont-ils? La réponse est pas en tout. Ben, en fait, je nous ramène un an en arrière aux mondiaux 2020 avec Van Der Poel qui a gagné, avec un très jeune Tom Pidcock qui termine deuxième et Toon Aert qui finissait troisième, Wout van Aert quatrième. Ce que j'attendais surtout de la saison, c'était de voir des talents qui ne peuvent pas nécessairement s'exprimer quand Van Der Poel et Van Aert sont là, s'exprimer rapidement en début de saison. Il y a des jeunes qui arrivent comme en route, Pidcock, Iserbyt, Ryan Camp qui était qui a 20 ou 21 ans en ce moment, Thibaut Nice qui court élite cette année, qui a 18 ans, qui est le fils de son père. Donc j'avais hâte de voir ces nouveaux-là au travers des vieux, entre guillemets, les Toon Aert, les Lars van der Haar, Laurent Swick, et combien d'autres qui terminent 8, 9, 10, 12e là, depuis quelques années. Ça s'est matérialisé. Toon Aert a gagné, tout le monde a à peu près gagné 2 courses au début. Toon Aert, jusqu'à l'éveil d'Elie Iserbyt. Et donc, éventuellement, bon, qui se sont un peu partagés les victoires Super Prestige ou les Coupes du Monde, jusqu'au moment fatidique où il fallait effectivement que Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel reviennent et reprennent leur place. Après, dans les deux cas, après une première course un peu sur les talons, ça s'est vite replacé, puis le combat est reparti de plus belle là, à la mi-décembre quand les deux se sont rencontrés et pour une première victoire de Van Der Poel à ce moment-là. Ils se sont mis un peu à jouer à tour de rôle, on drop tout le monde, puis on leur met une couple de minutes d'un an d'ici à la fin du parcours. Là. Vraiment une belle rivalité, je trouve. Ouais. Oui, vraiment. Puis, tu sais, on l'a vu, la rivalité en route. On l'avait déjà vu en cyclocross, on l'a vu en route cet été, c'est revenu en cyclocross. Puis, mis à part Tom Pidcock qui est venu battre Mathieu Van Der Poel à la pédale une seule fois là, pendant la présente saison, l'avantage va à Van Der Poel qui a battu Van Aert 5 fois contre 3. Donc 5 victoires pour Van Der Poel, 3 pour Van Aert. C'est malheureux un peu de parler toujours de ces deux-là, mais on est tellement dans une ère particulière dans le cyclocross masculin. Puis d'autres l'auront dit avant moi quand Sven Nys gagnait beaucoup, quand Nils Albert gagnait beaucoup. Mais là, on sent qu'avec Van Der Poel et Van Aert, là, on est vraiment dans une... On est en train de se bâtir des histoires qu'on va pouvoir raconter dans 30 ans. Et ça, c'est fantastique parce qu'on aime raconter nos histoires plein de fois. Donc, je sais pas de quoi tu parles. Une saison super intéressante. Ça a moins été le Van Der Poel Show que par le passé, quoique
L'année On a quand dernière, je même trouvais vu que le Van Der Poel. cyclocross. On a quand même vu Van Der Poel pour la première fois, j'ai trouvé, là, depuis un bout de temps, là, cette année, pas être impérial à chaque fois. Tu sais, oui, mais tu sais, je regarde la dernière Coupe du Monde, beaucoup d'erreurs techniques alors qu'il essayait de revenir sur Van Aert, tu sais, qui a donné le coup d'accélérateur, puis on l'a vu chuter à plusieurs reprises. C'est quelque chose qu'on voyait pas d'habitude. Van Der Poel, il flotte sur le parcours. Tu sais, il y a quelque chose de presque magique. Là, on le sentait moins. Là. Ben, je vais peut-être passer la POC à Magali là-dessus, mais quand tu es à la vitesse Mach 8 de la première personne ou de la personne qui chasse, où tout a l'air facile, mais en fait, ça ne l'est pas véritablement. Tu pousses à l'extrême limite tes pneus, ta mécanique, ton corps, donc ça amène des erreurs. Je ne sais pas là, si Mhm. Magali là-dessus, Oui, bien, 100%, tu puis c'en est même corrobores. une tactique des fois, tu sais. Des fois, c'en est même c'est vrai ce que tu dis, c'en est même une tactique des fois parce que un coureur pourrait décider. Tu sais, il y a des moments que d'y aller à fond, il n'y a pas d'erreurs techniques qui peuvent arriver, mais des fois, de décider d'y aller à fond dans une section que tu sais qu'il peut aller qu'il peut avoir une erreur ou d'y aller à fond juste avant cette section-là pour mettre l'autre dans le jus, Mm. c'est d'essayer de lui faire causer des erreurs. Puis en cyclocross, ça fait partie intégrante du sport. Fait que, oui, effectivement, c'est quelque chose qui arrive. Là, tu sais, honnêtement, dans une course de cyclocross, ça arrive que ton cœur pulse à 200 battements par minute. Puis à 200 battements par minute, des fois, tu vois plus trop clair ou les erreurs arrivent plus rapidement. Euh, donc ça, c'est sûr. Puis, tu sais, pour ajouter à ce que tu dis, je pense que, qu'est-ce que tu disais tantôt, je pense que c'est rafraîchissant, cette rivalité-là, cette année. Parce que, entre Wout van Aert puis Mathieu Van Der Poel, parce que dans les dernières années, ça a été quand même un unique gagnant. Puis ça rendait les courses masculines un peu moins intéressantes, quoique très artistiques, parce qu'il est très beau à voir sur un vélo puis sur un parcours de cyclocross, Mathieu Van Der Poel, mais la rivalité rajoute de l'excitation. Puis là, avec l'arrivée de Tom Pidcock, qui est un excellent cyclocrosseur, ça rajoute vraiment quelque chose de le fun à regarder, qui est très bon pour le sport, à mon avis. Puis l'autre point que je pense qui est quand même intéressant à toucher en cyclocross, sur le cyclocross masculin en ce moment, c'est que si on regarde les, c'est comme s'il y a un switch entre les fields de femmes puis d'hommes, dans le sens que, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde les time gaps, par exemple, en fin de semaine, c'est fou les différences de temps entre chaque coureur. Le gars qui a fini 10e chez les gars est à peu près 4 minutes en arrière. Chez les femmes, si tu finis 4 minutes en arrière, c'était moi, puis j'ai fini 29e. Fait que c'est fou de voir la différence. Tu sais, c'est le peloton change énormément, puis il y a très peu de gars qui arrivent à terminer la course. C'est probablement dû au fait que le devant de la course va tellement vite, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gros écarts entre les gens, tandis que chez les femmes, en ce moment, c'est très serré. Tu finis 10e, tu es peut-être à 1 minute ou 2, mais t'es pas... si tu es à 3 minutes, ben tu es vraiment loin, là. Mhm. Donc, Tandis qu'avant, Charles, chez les femmes, c'était le contraire. Ouais, ouais, ouais. tout à fait. Donc, Charles, en regardant tout ça, cette rivalité-là, qu'est-ce qui s'est passé dans les prochaines semaines? Qui on surveille pour les championnats du monde à Ostende? Bon, il y a Wout van Aert, il y a les trois qu'on vient de nommer, là. Il y a Mathieu Van Der Poel, il y a Tom Pidcock. Est-ce que chez les Belges, les Néerlandais, il y en a d'autres? Je dis ceux-là parce que qu'on pose le reste des prétendants. Hein? En fait, c'est toujours le jeu des prédictions. On ne peut pas parier Ah contre oui. Van Der Poel, Van Aert. Il faut juste trouver quelqu'un qui est capable de se glisser entre les deux. C'est un parcours qui est, je dirais, oui, il y a du pilotage, il y a beaucoup de sable, il n'y a pas tant de dénivelé que ça. Ça va être un parcours de puissance. Ça va prendre quelqu'un qui roule vite et fort, qui est précis, qui est bon dans le sable, qui est capable de courir, qui est tacticien. Donc, ça place nos deux favoris dans le siège du conducteur. Euh, Peut-être parce que je me décourage pour lui de le voir année après année être derrière les meilleurs. J'aimerais ça voir Toonarts bien performer. C'est un gros cylindré, c'est quelqu'un qui est capable de pousser des watts fort longtemps. Ce parcours-là va le demander.
Mais ça pourrait être aussi Sweet pour être un prétendant. Van Turenhout, prétendant. Je pense pas watts par kilo wise que ce soit le plus fort, mais il est brillant. Il est là pour regarder du monde s'attaquer. Et une fois que tout le monde a fini, lui attaquer. Il y a un talent particulier, Van Turenhout, pour ça. Mais bon, regarde, je flippe un 25 cents virtuel en ce moment là, pour essayer de trouver quelqu'un qui peut se glisser entre les deux. Pour moi, Van Der Poel, c'est la tête et les épaules au-dessus des autres sur le Ben, moi, je pense parcours que avec son niveau de forme. pour venir jouer l'avocat du diable un peu en ce qui concerne Van Der Poel, je pense que pour ce qui est de la pure puissance, les watts, Wout van Aert se démarque. Et ce qu'il a fait quand il a réussi à battre Van Der Poel, il a mis, excusez-moi, là, je pense plus de 2 minutes. C'était quand même assez impressionnant. Puis cette journée-là, Van Der Poel n'avait pas nécessairement fait d'erreur. Tandis que là, à Overijse, ben, il y a eu une crevaison, il a essayé de revenir, il sentait la pression, fait une coupe d'erreurs. Mais pour ce qui est de la pure puissance de Watts, Wout van Aert, je pense qu'il a l'avantage là-dessus. Puis là, en plus, il le dit tellement confiant avec cette victoire-là, en plus cumulatif de la Coupe du Monde. Je pense qu'en tout cas, c'est sûr que ça va être la rivalité encore. Là, j'ai très, très hâte. Une victoire pour parlons de la Bébé saison des Georges. femmes. Ah oui. Audrey, parlons des femmes. On fait un petit recap de la saison. Là aussi, il y a quand même plusieurs filles qu'on a vues là, dominer pas mal au devant de la scène, qui se sont un peu échangées des places sur le podium. Surtout, et puis, parle-nous donc ça. Bien, c'est sûr que ça se résume quand même assez facilement en ce qui concerne le circuit de la Coupe du Monde. On peut s'entendre pour dire que Lucinda Brand a été assez dominante, a gagné 3 épreuves sur 5. Depuis les 3 dernières années, elle a été, je trouve qu'elle s'est améliorée beaucoup techniquement, surtout si on la regarde sur le parcours de Overijse il y a 3 ans versus là, cette année. Chaque année, tu voyais qu'elle était de meilleure en meilleure. Ça, je trouve que c'est une de ses belles qualités. Et ce que je remarque surtout avec elle, corrige-moi si je me trompe, Magali, mais peut-être qu'elle n'a pas le départ le plus explosif. Elle est toujours, par contre, elle remonte toujours à son rythme, mais je trouve que sa marque de commerce, c'est qu'elle finit toujours très fort à la fin. Est-ce que c'est une des qualités que tu as notées de Brand? Mais je pense que oui, puis tu as raison, ces départs sont pas toujours les meilleurs parce que des fois, moi, quand j'ai pas un départ excellent, je la vois à côté de moi, puis je me dis toujours, si je peux la suivre, ça va être bon. C'est sûr qu'elle va retomber en avant. Elle va retourner en avant. Donc, effectivement, je pense qu'une de ses qualités, c'est qu'elle arrive à rester calme à travers ça. Tu sais, c'est facile de paniquer quand tu as un mauvais départ, mais elle arrive à rester calme puis à frayer son chemin tranquillement. Puis, effectivement, elle finit très fort. Puis, moi, je pense qu'elle va être définitivement à regarder en fin de semaine. Puis, spécialement, je sais que c'est une des seules qui n'est pas allée s'entraîner en Espagne pendant les 2-3 dernières semaines. Mais elle a justement mis un focus encore plus grand sur le sable. Puis je sais qu'elle s'est entraînée avec Sven Nys, puis qu'elle a fait beaucoup de pratiques. Mais c'était vraiment sa meilleure année. Donc, d'après moi, elle y va le tout pour le tout. Puis, je serais pas surprise de la voir repartir avec le maillot arc-en-ciel. Oui, puis elle est badass en plus. Pas de gants en cours quand il fait 2 degrés. Respect. Puis, c'est ça pour appuyer ces propos-là, le fait qu'elle était vraiment dominante, ben elle a remporté évidemment le cumulatif, mais ce cumulatif-là était scellé même avant de faire la dernière Coupe du Monde. Une autre athlète que je veux parler, c'est sûr que pour parler de la championne du monde en titre, Céline Del Carmen Alvarado, je trouve que tout au long de la saison, je trouve qu'à du haut de ses 22 ans, elle a vraiment bien géré la pression d'avoir le meilleur arc-en-ciel. Sa pire position cette saison sur la Coupe du Monde, c'est une 4e place. Et ce que j'ai noté, puis ce que je pense qui est tout à son honneur, c'est que j'ai l'impression qu'elle monte vraiment en puissance. Puis la dernière fin de semaine de course, la Frandienne Cross qu'elle a gagnée et à Overijse, j'ai l'impression qu'elle a vraiment, permettez-moi l'anglicisme, bien timé son pic de forme.
Fait que ça va être super intéressant à regarder. Puis je pense que d'être capable de faire ça, c'est très intéressant. Puis, en tout cas, ce qu'elle disait dans... La méthode Sanacan, là, tu sais, qu'on voyait pas en début de saison en Coupe du Monde, puis que tout d'un coup, les dernières courses, oups, c'était là. Puis d'ailleurs, elle a un peu fait le coup là, en fin de semaine. Là, on l'avait à peu près pas vu. Puis là, tout d'un coup, elle était 5e place, 6e place. Elle était là aussi. Moi, je la barrerais pas complètement de l'équation non plus pour en fin de semaine. San? Ouais, je suis d'accord. Sanacan, elle vise toujours les championnats du monde, on le sait. Elle l'a fait dans le passé, puis avec succès. Mais c'est aussi une très bonne coureuse dans le sable. Très, très bonne. Je pense qu'elle habite dans une région de la Belgique où il y a beaucoup de sable. Puis, historiquement, elle a toujours très bien fait dans le sable. Donc, effectivement, moi, je la compterais pas out, là, San. D'après moi, elle va avoir une belle performance aussi. Et également, cette saison, je veux parler rapidement de Marianne Voss parce que elle aussi en monte en puissance. Oui, elle a eu une saison courte. Elle commence sa campagne de cyclocross aux alentours du 22 décembre, là, si je ne me trompe pas. Elle s'est accordée une pause un peu plus longue en novembre parce que, bon, on le sait, elle fait la saison de route aussi. Puis cette année, il y a les Jeux olympiques, il y a des gros objectifs. Donc, on le sent qu'elle monte en puissance. Tout ce que je veux dire, c'est que je ne l'ai pas senti qu'elle pouvait rivaliser nécessairement là, pour le podium. Par contre, on le sait, on ne peut jamais la compter... j'ai juste l'anglicisme en tête, la compter out, l'écarter du podium parce qu'il y a quand même 7 titres de championne du monde entre 2006 et 2014. Qu'est-ce que tu en penses, Magali? Ou David? Ah! Tout à fait. Là. Tout à fait. Puis, l'expérience qu'elle a aussi, ça joue beaucoup l'expérience. Elle en a gagné des championnats du monde. Puis, on parlait tantôt, est-ce qu'on risque le tout ou on est plus safe le jour d'un championnat du monde? Elle le sait. Ça, c'est une bataille que... Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant avec les championnats du monde. On regarde la semaine avant, puis on se dit, techniquement, c'est un bel indicateur de comment les championnats du monde vont se passer parce que c'est un bel indicateur de forme. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y a une grosse partie qui se passe dans la tête dans les championnats du monde, puis c'est pas tout le monde qui est capable de performer le jour que ça compte, ou de se mettre énormément de pression sur les épaules pour performer ce jour-là. Ça peut changer beaucoup les choses. Mais Voss, on sait qu'elle va bien gérer ça parce qu'elle l'a fait tellement de fois dans le passé. Donc, définitivement, comme tu dis, je pense pas qu'on peut l'écarter de l'équation, là. Et tu sauras me dire le contraire si je me trompe, Magali, mais il y a un adage qui dit que on peut gagner avec des mauvaises jambes puis une bonne tête, mais on ne peut pas gagner avec une mauvaise tête puis des bonnes jambes. Ah, 100%. Oh my God, c'est bon point. 200%. Donc, je pense... Vas-y, Audrey. Ah, vas-y, Magali, je vais y aller après. On termine sur l'idée, je vais y aller après. OK. Tout ce que j'allais dire, c'est que une autre fille que je pense qu'on peut pas écarter, puis malheureusement, écoute, moi, c'est pas ma préférée, là. Elle a un historique de contrôle positif en dopage, mais elle a quand même prouvé qu'elle était là cette année. Denise Betsema, qui a eu des bons résultats, puis qui est aussi une très bonne coureuse dans le sable. Donc, je non plus des possibilités. C'est sûr que une autre dont on n'a pas parlé, excuse-moi Audrey, je te coupe, mais Clara Hunsinger aussi, l'américaine, là, qui fait Absolument. bien dans le technique, là, puis qu'on a vu toute la saison aux avant-plans aussi, pourrait faire vraiment une solide saison. Oui, vraiment une solide saison. Seulement 23 ans, deuxième à Namur, deuxième à Dendermonde, quatrième à Overijse, mais elle se battait quand même pour le podium. Là. On sentait qu'elle était vraiment dans le coup. Tu le dis, elle est bonne techniquement, mais elle, dans ses entrevues, elle dit « Je veux améliorer ma technique ». Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'elle est capable, elle aussi, de terminer vraiment forte à la fin. Par exemple, si on revient dans le passé à la Coupe du monde de Dendermonde, elle terminait à 15 secondes de Lucinda Brenn, et à rattraper dans le dernier tiers de la course Alvarado, presque comme si c'était facile. Donc, définitivement, c'est un nom que j'ai mis, Clara Hunsinger. Et Denise Betsema, comme Magali l'a dit,
elle aussi, elle n'a pas été si constante, mais quand même, elle a remporté Hulst, 2 fois troisième sur les Coupes du Monde. Et aussi, ben, j'avais mis dans mon résumé de la saison une petite note sur Magali, comme quoi que, tu sais, tu dis dans les médias que tu n'étais pas nécessairement contente de ta saison, mais tu sais, solide 11e place à 11e. Oui, la chute est venue ralentir les plans, mais la façon que tu as rebondi, tu sais, tu as progressé depuis, tu es allé une étape à la fois. Je trouve que mentalement, tu as vraiment une bonne façon de faire face aux difficultés. Puis petit résumé, ben 27e à Dendermonde, 22e à Hulst, 29e à Overijse. Puis comme tu l'as dit, les championnats du monde, là, c'est une belle occasion pour toi de briller. Fait que je voulais le noter aussi dans le résumé de la saison. Puis comme David le dit, à Flowbikes, il n'y a pas une seule course qu'on n'entendait pas parler de toi, ton nom, qu'on ne voyait pas te battre, là, tu sais. Fait que ça a été une superbe saison. Puis là, bon, on est tous très excités pour la dernière course. Ben, merci Audrey, c'est gentil. Oui, puis comme dit John Bon Jovi, keep the faith. Fait que on regarde l'espoir vivant. Mesdames, messieurs, sur cette note, ma foi, musicalement douteuse, on se laisse là-dessus. Magali, en te souhaitant la meilleure des chances pour en fin de semaine. Visiblement, on est content de voir que la tête a l'air d'être là, que tu as l'air de bonne humeur, motivé. En terminant, je pense qu'il y en a plusieurs qui se demandaient, tu as hâte de rentrer à la maison. C'est quoi la première affaire que tu fais en arrivant chez vous? Ben, c'est vraiment une bonne question, mais il y a tellement d'affaires. On a vraiment hâte. Fait que on a comme une liste. On aimerait passer, j'aimerais passer au relais boréal en chemin. Ouais, en chemin de l'aéroport, j'aimerais ça passer au relais boréal. Après ça, je veux passer chez Merci la Vie. On a hâte de se faire du pain. On a hâte de boire un bon café à la maison. On va aller prendre une marche avec Mia dans les trails du Chanteclair. On va aller dans le spa. Ça fait tellement longtemps qu'on gèle. On a vraiment hâte d'aller dans le spa. C'est pas mal ça. Puis c'est sûr que je vais aller voir mes parents parce que je pense que c'est ma mère qui va venir nous chercher à l'aéroport. Puis ça va être cool de pouvoir les voir. Là, ça fait longtemps. Donc, honnêtement, on a une liste longue de même d'affaires qu'on a envie de faire. Et que ça va être cool. Bon, mais c'est magnifique. Mais avant, il reste une grosse course. Donc, Ouais. on se concentre là-dessus. C'est bon. Hey, merci beaucoup. Puis merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup, Audrey, Magali. Bonne chance. J'étais David Desjardins et je le suis encore. Puis on vous remercie d'avoir été là pour cet épisode de Radio Bidon. Merci beaucoup. Bye tout le monde. Merci.